Bonjour Norbert, bonjour Catherine, dans tout le monde, là, tous ceux que je connais, je vois passer. Euh, alors, je vous dis bonjour, je vais faire l'introduction et puis Catherine, qui est la coordinatrice des programmes culturels, fera la conversation avec Elodie aujourd'hui. Donc, merci à tous de venir par samedi à 14 heures. Donc, il est aussi, je crois, 14 heures là où se trouve Elodie, au Oui, Canada. Et comme vous le savez, c'est le deuxième livre qu'Elodie présente. Le premier, elle l'avait aussi présenté en ligne il y a quelques années. Voilà. Et Élodie a été professeure donc à l'Alliance française avant Covid, et donc professeure de Betty entre autres. Voilà. Et c'est bien de la recevoir pour son deuxième livre maintenant depuis qu'elle est partie vivre au Canada. Et Catherine est coordinatrice des programmes culturels depuis janvier 2025 et elle va se lancer dans la modération d'événements littéraires et donc voilà, c'est sa première pour elle aussi de modération littéraire. Je vous rappelle que nous sommes encore dans le mois de la francophonie à l'Alliance française. Donc, nous avons encore des tours en français, en langue française, donc du Musée national d'art africain. Si vous allez sur notre website francedc.org, at events, vous verrez, il y a plusieurs jours. Certaines semaines, il y a deux tours par semaine, c'est-à-dire il y en a un demain, par exemple. D'autres semaines, il y en a trois. La francophonie se terminera avec la grande fête le 27 mars, mais nous, les tours continueront jusqu'à la fin du mois de mars, jusqu'au 31 mars. La semaine prochaine, nous avons la nuit de la poésie en langue française à Washington qui aura lieu à la bibliothèque municipale euh, Martin Luther King Library sur G Street, Northwest. Et là, il y aura à peu près 20 ou 21 récitants qui liront ou qui réciteront des poèmes soit directement en français, soit dans la langue d'origine du pays, qui est membre ou associé de la francophonie, ou qui fait partie de la francophonie de cœur. Et pour ceux qui n'ont pas le français comme langue officielle, ils liront d'abord dans la langue originale du pays et ensuite dans une traduction en français. Nous ferons un petit peu relâche après la grande fête du 27 mars qui, elle, a lieu à l'ambassade de France. Nous ferons relâche à l'Alliance parce que le mois de la francophonie est un mois très productif et très riche en événements. Nous avions un événement hier avec une artiste libano-américaine, un walking tour, un tour ce matin architectural des ambassades francophones de Washington. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent et nous nous retrouverons en avril, à la fin avril. Le mois d'avril est en fait le mois de la poésie. Donc nous retrouverons une poétesse française, Marie de Quatre-Barbes, qui viendra avec son traducteur pour parler, une jeune poétesse, hein, elle n'est pas très âgée, donc qui viendra parler de son œuvre et de la traduction en anglais de poèmes qu'elle a écrits en français. Au mois de mai, nous aurons un mois de mai un peu chargé. Je ne vais pas vous en parler maintenant, mais nous entamerons le mois de mai aussi avec une discussion littéraire en anglais cette fois-ci. Voilà, je vais donc laisser la parole à Catherine et à Elodie. À vous. merci beaucoup tout le monde et surtout à Sarah, notre directeur exécutif de l'Alliance française de Washington. Et Elodie, merci beaucoup pour ce très beau événement. J'ai lu votre livre ici et je vous avoue que c'est un des plus beaux livres que j'ai lu pour plusieurs raisons, surtout parce que cela m'a tellement touchée et émue et surtout à la fin, pour garder un peu le mystère. J'étais tellement surpris, mais aussi très touchée par tout ce qui se passait au long du livre. Et je le conseille très, très vivement. Et Elodie, je vous laisse la parole pour partager un petit plus sur votre livre et aussi lire un petit passage. Papa, merci beaucoup, Catherine. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici, de retrouver Sarah, des anciens étudiants, des collègues et beaucoup d'autres personnes que je ne connais pas, mais que je suis honorée de voir aujourd'hui. Donc voilà, L'Envolée des monarques, c'est un roman qui me tient beaucoup à cœur. Il est autobiographique à 70%, mais il y a 30% du roman qui ne l'est pas. C'est l'histoire d'une jeune fille nommée Héloïse qui va quitter son Cameroun natal et s'envoler pour les États-Unis avec beaucoup de rêves et aussi en serrant le rêve américain dans son cœur.
et qui va arriver aux États-Unis et qui va découvrir toutes les tournures, tout ce qui concerne ce rêve américain. Donc, c'est une histoire qui est racontée à travers le regard d'une jeune fille, un regard assez innocent, mais qui, au fil de l'histoire, devient philosophique parce qu'avec toutes les expériences qu'elle vit et ce qu'elle observe autour d'elle et les personnes qu'elle rencontre dans le cadre des immigrants, avec les immigrants qu'elle côtoie, mais aussi les personnes qu'elle rencontre partout, tout au long de son parcours, elle va se mettre à réfléchir beaucoup à des questions culturelles, à des questions identitaires, etc. Et jusqu'à ce qu'elle arrive à ses réponses. Donc, je ne vais pas en dire plus pour laisser l'opportunité aux autres de lire, mais voilà, c'est un roman qui parle beaucoup d'immigration. C'est ça. Alors, je voulais proposer deux passages dans mon roman qui sont quand même assez symboliques de ce roman. Donc, je vais les lire moi-même à la page 190. Excusez-moi, je change juste le passage. Alors, à la page 190, nous avons un passage qui parle du métissage culturel et identitaire vu par le personnage principal. Et donc, elle explique un peu, elle donne certaines perspectives de l'immigration et elle essaie de réfléchir à la façon dont elle est perçue par différents publics. Donc, elle explique qu'elle est à Charlottesville, en Virginie. Et le personnage dit ceci. À Charlottesville, j'étais pratiquement une étrangère parce que j'arrivais de la région de Washington, mais je me considérais de moins en moins comme une immigrante. J'étais certes immigrante aux yeux de tous, moi comprise, durant mes années d'intégration à Silver Spring. Mais en quittant ma ville adoptive pour une autre, je laissais un peu de mes nouvelles racines là-bas, des morceaux du fil de ma vie qui s'étaient tissés à l'endroit où j'avais effectué mes premiers pas de l'immigration. Je n'étais pas consciente du riche héritage que me conférait la diversité de mon parcours jusqu'à ce que les autres me le rappellent involontairement. Quand mes professeurs à UVA me demandaient d'où je venais, je ne savais pas exactement quoi leur répondre. De Douala, au Cameroun, ou alors de la ville de Silver Spring, dans la région de Washington. Dans l'échelle du temps, Silver Spring précédait Douala, mais dans la réalité des faits, Douala était plus ancré en moi que Silver Spring. Quand je répondais que je venais de Douala au Cameroun, il supposait naturellement que j'étais une nouvelle immigrante venue tout droit de mon pays natal et en phase d'intégration en Virginie. Cela pouvait jouer en ma faveur ou avoir l'effet contraire. Quand je répondais que je venais de Silver Spring dans le Maryland, j'avais l'étrange impression d'avoir fait preuve d'acculturation ou même d'avoir renié mes origines. Parfois, je recevais des regards obliques. Parfois aussi, je recevais des questions plus précises qui me poussaient à donner des explications plus détaillées jusqu'à ce que j'arrive à l'irréfutable vérité que les autres recherchaient. Douala, je venais indiscutablement de Douala. Le reste était discutable. Pour couper court aux discussions, quand un immigrant me demandait d'où je venais, je répondais de Douala et quand un natif me posait la même question, je répondais de Silver Spring en précisant que j'étais originaire de Douala au Cameroun. Chez les immigrants, je percevais à travers la question un besoin de s'identifier, de créer un lien qui leur apportait une certaine sécurité. Chez les natifs, je percevais très souvent un besoin de connaître, de s'informer, de différencier. Douala était la vérité totale et objective, celle que personne ne pouvait réellement contredire. Silver Spring était la vérité partielle et subjective, celle que je devais défendre pour être comprise. Donc ça, c'est le premier passage qui parle du métissage identitaire et culturel. Et je vais lire un dernier passage à la page 135-136 qui parle de la fièvre immigrante perçue par le personnage principal. Alors, donc, le passage commence par Tata Abby. Il s'agit d'un membre de la famille du personnage principal. Tata Abby aussi perdait ses cheveux. J'avais fini par comprendre que c'était elle en apercevant des filaments de cheveux blancs dans la baignoire, sur le tapis de la salle de bain et sur la moquette au salon. J'étais tellement absorbée par mes occupations quotidiennes que je ne la voyais presque plus. Excusez-moi.
Je ne lui demandais plus comment elle se portait, si elle avait des nouvelles de sa fille Fatih. Je ne voyais d'ailleurs plus les gens autour de moi. Je les regardais sans réellement les voir. Je les entendais sans les écouter quand ils me parlaient. Je n'avais plus beaucoup de temps pour mes proches et pour moi-même. Je bossais dur pour payer mes factures et apporter ma quote-part à celle que je partageais avec mes colocataires. Quand je rentrais à la maison tard le soir, accablée de fatigue, mes muscles étaient endoloris à force de travailler debout, de coiffer des têtes, de courir après les bus et de marcher d'un endroit vers un autre. Je n'aspirais alors qu'à une seule chose, dormir. Dormir pour évacuer, oublier, souffler et rêver. Dormir me permettait de respirer enfin. La fièvre que je redoutais tant avait fini par gagner toute la maisonnée et je découvrais, impuissante, d'autres symptômes plus troublants qui l'accompagnaient. Elle s'accompagnait, chez moi tout particulièrement, de nombreux épisodes de négligence à l'égard des personnes qui m'étaient chères et d'une montée d'individualisme dont je ne me serais jamais cru capable auparavant. J'oubliais des choses importantes. Envoyer un message à mes parents pour leur souhaiter un joyeux anniversaire de mariage, acheter de la viande halal pour Tata Abi au supermarché du secteur, demander à Nana comment s'était passée sa dernière entrevue au travail pour un poste ouvert qu'elle convoitait à PwC et, comme l'implique le savoir-vivre en colocation, nettoyer la cuisinière à gaz après l'avoir utilisée pour préparer mes repas. J'avais encore et toujours la même excuse, la carte Joker que je brandissais pour justifier tout ce que je n'avais pas pu faire, sciemment ou inconsciemment, l'oubli. Je tirais profit de ce que je pouvais à présent me permettre d'oublier sans agacer les autres parce que j'étais manifestement occupée. Je travaillais. Je ne gênais plus personne dans mon entourage depuis que j'avais quitté le rang des inactifs. Donc voilà. C'était très bien dit, et comme je vous ai dit, c'est vraiment très touchant ce livre. Et Elodie, je suis originaire de cette région, en Virginie du Nord moi-même. Je D'accord. comprends tout à fait le dépaysement parce que cette région de Charlottesville, c'est vraiment rien à voir avec Washington. C'est un Hmm, peu comme un pays différent, mais encore plus pour quelqu'un qui a déjà vécu ça, mais dans une échelle internationale. hmm, Mais Elodie, vous m'avez parlé de votre parcours un petit peu. Et vous avez à peu près le même parcours que Héloïse, parce que vous deux, vous venez du Cameroun, vous vivez dans la région de Washington, et puis vous avez tous les deux parti à l'University of Virginia. Et puis après, vous avez tous les deux vous installé au Canada. hmm. Est-ce que, euh, est-ce que peut-être c'est un peu lié à votre histoire parce que vous m'avez dit que votre roman est un peu autobiographique, mais pas totalement, Mhm. tandis que 30% restants s'inspirent des expériences des personnes qui vous entourent. Mais D'accord. comment vous avez décidé de quelle partie de votre propre histoire de raconter directement à travers Héloïse et les personnages, et quelle histoire empruntée ou même transformée à partir de celle des autres? Et aussi, si je me permets de poser cette question aussi, à quel moment les histoires du personnage divergent, elles, de la vôtre? Alors, merci Catherine pour la question. Je vais dire que ça a été très instinctif. J'avais besoin de me remettre en question moi-même et de remettre en question les perspectives que j'avais. Donc, pour moi, l'histoire devait être autobiographique parce que la personne dont je peux le mieux parler, c'est moi-même, parce que je me connais dans un certain sens. Et je me suis dit que pour essayer de diluer un peu ma subjectivité ou ma façon de percevoir les choses, il me fallait ajouter des expériences diversifiées, des expériences d'autres personnes. Donc, le personnage est ce mélange de ma personne, mon vécu qui est authentique, vu que je suis capable de me souvenir de mes expériences, mais également du vécu des personnes qui étaient autour de moi et de comment ils ont perçu les choses. Donc, c'était pour moi, en tant qu'autrice, une manière de m'éloigner un peu de ce que j'avais vu, ce que j'avais observé ou cru observer et d'intégrer aussi d'autres perspectives pour rendre mon roman un petit peu plus riche. Donc, c'est ça. Il y a aucun moment où je me suis demandé quand est-ce que ça va être moi
ou quand est-ce que ça va être les autres. C'était vraiment un processus instinctif où je savais aussi qu'il faut préserver ma vie privée et que si je parle un petit peu trop de moi, quelque part, c'est aussi m'exposer totalement. Du coup, je parlais de mes expériences. En même temps, il me fallait ajouter une petite touche dramatique. Cette touche dramatique pouvait s'éloigner un peu de mon expérience à moi. Et aussi, j'ai inclus dans ce personnage-là des expériences d'amis très proches qui étaient autour de moi. Donc, à la fin, ça a donné une espèce de combo dans lequel on retrouve euh, mes perspectives, mais aussi celles d'autres immigrants que j'ai entendus. Hmm. Et Elodie, en parlant de moments puissants qui vous touché également, est-ce que vous pouvez me parler de cette expérience quand Héloïse était présente à l'investiture de président Obama en 2008? Ouais. Est-ce que ça, c'était une vraie histoire ou pas? C'est une vraie histoire. Donc, j'ai eu l'opportunité, l'immense opportunité d'être présente et au Mhm. premier rang, d'ailleurs, parce que ma sœur aînée étudiait à GW et c'était l'université qui organisait en fait l'investiture parce qu'elle est vraiment proche avec Georgetown de la Maison Blanche. Donc, du coup, ma sœur était très, très impliquée dans le service étudiant, le comité étudiant et autres, dont elle avait reçu des billets. En fait, elle était organisatrice. Elle était même parmi les personnes, en fait, qui s'occupaient de Michelle Obama, qui était vraiment dans le cercle. Donc, elle a eu un accès direct à Michelle Obama. Et du coup, elle m'a donné des tickets. C'était vraiment le rêve américain qui commençait pour moi parce que je venais d'arriver aux États-Unis. Je suis arrivée en octobre 2008 et je commence avec une très belle expérience qui est celle de l'investiture. Et aussi, l'investiture me pousse beaucoup à réfléchir parce que j'observe autour de moi, je vois des personnes qui pleurent, des personnes qui s'embrassent, des personnes qui sont vraiment émues. C'est sûr que je comprends, mais étant une nouvelle immigrante, je commence à me dire il y a quelque chose dans l'histoire de l'Amérique libre qu'il faudrait que je comprenne et qu'il faudrait que je m'informe à ce sujet. Je me tournais, je me rappelle la chanson qui jouait, c'était celle de comment s'appelle cette grande chanteuse-là? Aretha Franklin. Et puis, à côté de moi, il y avait des Afro-Américains qui pleuraient, ils s'embrassaient. Je peux me tromper, mais j'avais le sentiment qu'ils ne se connaissaient pas tous, mais qu'ils se sentaient vraiment unis par une même flamme de voir un immigrant, pour nous les immigrants, et pour eux, un Afro-Américain, être porté au pouvoir. Donc, c'était une expérience très forte. Là, le personnage le raconte sous le prisme de la réalité. C'est vraiment une histoire que j'ai vécue telle que je le raconte dans le roman. Oui, j'imagine que cela vous a donné un peu d'espoir en tant qu'immigré de voir le film même d'un immigrant ici aux États-Unis devenir le Oui, président. Peut-être c'était, oui. n'est-ce pas, une symbole d'espoir? Effectivement, effectivement, c'était un symbole, c'était vraiment un symbole d'espoir pour moi. J'avoue qu'en tant que nouvelle immigrante, ce sont des réflexions que j'ai eues après, quand j'ai vraiment commencé à comprendre ce symbole d'espoir-là. Mais je comprenais que pour les personnes qui avaient toute une histoire ancrée dans celle de l'Amérique, c'était vraiment l'espoir, c'était une flamme, c'était quelque chose de nouveau, c'était un tournant décisif dans l'histoire des États-Unis. Et pour moi, après, en tant qu'immigrante, c'est un moment qui m'a fait beaucoup réfléchir, où j'ai commencé à comprendre les implications de ce moment pour moi. Déjà, je ne vais pas tirer trop loin, mais on voit tout ce qui se passe pour la question de l'immigration aux États-Unis en ce moment. Donc, oui, symbole d'espoir, symbole de renouveau, une flamme nouvelle, effectivement. C'est ça. Hmm. Et Elodie, en parlant d'immigration, dans le livre, vous mentionnez l'exploration de plusieurs formes d'immigration. Oui. C'est l'immigration débrouillarde, émergente, stagnante et puis désillusionnée. Pouvez-vous dire un petit peu plus sur ce que ça veut dire à travers le livre, mais aussi à votre propre expérience aussi? Oui. Alors, j'ai observé, c'est selon ma propre expérience et à travers le livre à la fois, tout simplement que le mot immigration est très vaste, mais à l'intérieur de cette immigration, il y a différentes phases de l'immigration et différentes perceptions de l'immigration selon le parcours de la personne. Ce que je décris comme l'immigration débrouillarde, ce sont ces immigrants qui en fait essaient d'attraper le taureau par les cornes, ils cherchent des opportunités et ils sont encore dans cette, comment je vais dire, cette ascension vers le rêve américain.
Donc, on voit par exemple des personnages dans le roman qui symbolisent très bien cette immigration. On a par exemple Charlie, qui fait partie de l'immigration débrouillarde. On a Julia, qui cherche du travail. Elle va avoir sa première auto. Elle comprend très vite qu'il faudra elle aura bientôt à payer ses factures, etc. Il est nécessaire pour elle de vite s'intégrer. On a également Nana, mais je situerais plus Nana dans l'immigration émergente, qui est pour moi la deuxième phase. Après l'immigration débrouillarde, on peut passer à l'immigration émergente et comme le mot l'indique, c'est vraiment déjà une porte de sortie. Nana a commencé étant débrouillarde, mais avec ses études, les études qu'elle a faites à l'université et puis avec les opportunités qu'elle a eues, elle trouve son premier travail à PwC et là, c'est une autre phase de l'immigration. Il est plus possible de la comparer avec quelqu'un qui est encore en train de chercher ses repères aux États-Unis. Et puis, on a cette immigration stagnante-là avec le personnage de Tata Abby. Tata Abby qui est un personnage qui essaie vraiment, elle veut vraiment tout donner, elle travaille un moment de sa vie dans des malls, elle fait tout ce qu'elle peut, mais seulement il y a beaucoup de choses en fait qui réduisent son champ de vision et même ses perspectives parce que elle, déjà il y a l'âge chez elle, immigrer à l'âge de Nana, c'est-à-dire à 19 ans, ce n'est pas la même chose qu'immigrer à l'âge de Tata Abby qui a déjà plus de 60 ans dans le roman. Et puis, il y a toutes les situations qui entourent son immigration, le divorce avec son mari, etc. C'est une ex-diplomate, en fait, qui a connu une ascension sociale à un moment et puis qui est tombée, on va dire, c'est un peu de son piédestal. Donc, pour elle, c'est une immigration stagnante, en fait. Elle n'a pas le sentiment de comprendre et de vivre le rêve américain comme le vivent Nana et les autres personnages autour d'elle. Et puis, on a, je pense que le dernier... l'autre phase que j'ai décrite, c'était... attendez, je vais regarder vite fait pour pas me perdre. C'était l'immigration désillusionnée, oui, l'immigration désillusionnée qui encore est symbolisée par Tata Abby. C'est le personnage qui est vraiment désillusionné dans l'œuvre par rapport à ses rêves et par rapport à tout ce qu'elle traverse, qui est quand même très dur. Donc, c'est ça, dans cette désillusion, il faut comprendre l'idée qu'on a du rêve américain quand on arrive. Et effectivement, c'est un beau rêve, sauf que le parcours peut être difficile. Il peut vraiment ressembler à celui d'un papillon, pour reprendre la métaphore et le titre de l'œuvre. Donc, c'est le parcours vers ce rêve-là qu'on ne raconte peut-être pas assez dans les milieux des immigrants, aux personnes qui espèrent venir et aussi même dans les médias. Hmm. Vous parlez du rêve américain et tout au long du roman, nous voyons des visions contrastées du rêve américain, Mm. à la fois optimistes et aussi à la fois désillusionnés. Que révèle ce contraste sur la manière dont le sens de responsabilité, l'âge, l'espoir, l'ouverture aux opportunités et les circonstances influencent la vision de chacun de ces personnages? Alors, effectivement, la vision peut être influencée par tous ces facteurs et je reprends un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, L'âge est un facteur clé pour l'immigration. Si on arrive avec beaucoup d'énergie, beaucoup de rêves et la latitude de faire des erreurs parce qu'on est encore jeune, c'est sûr qu'on va vraiment tout donner et on va être poussé par les vents de l'immigration, on va finir par s'envoler. Euh, Quelqu'un qui arrive à un certain âge, je ne vais pas dire est limité, mais commence un niveau différent de la trajectoire, où il y a tout un passé derrière, il y a beaucoup d'accomplissements. Et d'ailleurs, je le dis dans le roman, ça peut être très difficile d'avoir à recommencer. Parce que pour quelqu'un qui arrive avec déjà un bagage, comme Tata Abby, qui a déjà un certain bagage, elle se heurte aux réalités du système qui, en fait, nécessite qu'on ait des... En fait, les choses sont un petit peu plus faciles quand on a des diplômes américains, quand on a évolué dans la société américaine, quand on sait bien parler la langue sans accent, idéalement, même si ça s'apprend. Donc, elle, par exemple, on le voit bien que le niveau où elle commence dans la trajectoire, c'est un autre niveau par rapport à Nana. Et ce niveau-là va définir l'arrivée aussi, forcément. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Je prends l'exemple de Nana et d'Héloïse. Nana et Héloïse viennent de la bourgeoisie. Elles sont nées dans la bourgeoisie, elles ont grandi dans la bourgeoisie. Donc, forcément,
si on doit comparer Nana et Héloïse à Julia et Charlie qui sont nés dans la pauvreté en Afrique et qui, pour eux, la réussite, c'est il faut à tout prix réussir, il faut tout donner. Ce ne sera pas la même trajectoire de vie. Donc, c'est toutes ces choses qu'Héloïse explore, qu'elle observe et qui l'aide en fait à comprendre que l'immigration, c'est vraiment une notion très complexe en C'est soi. vrai. Et j'aimais beaucoup cette comparaison entre Tata Rabi et Nana, surtout Mhm, parce que ça montre les deux visions différentes de la même réalité. mhm, Et c'est vrai que les facteurs souvent ignorés dans cette discussion sont l'âge, l'énergie et surtout la motivation et mhm, aussi les fausses de génération et des classes aussi. mhm, Et mhm, vous avez parlé un petit peu mhm. de la vitesse, le vertige de la vitesse aux États-Unis. Et c'est-à-dire la rapidité de la vie américaine qui n'existe pas ailleurs dans la même façon. Mhm. Pensez-vous qu'il s'agit d'une idée reçue sur la culture américaine insuffisamment comprise lorsque le rêve américain est promis? Alors, très bonne question parce que c'est l'un des concepts qui m'intéresse le plus dans ce roman et même l'un des concepts qui me pousse à écrire ce roman. Donc, c'est peut-être une idée reçue et et peu comprise du point de vue d'un Américain né aux États-Unis qui a évolué et fonctionné dans ce système-là. Mais pour quelqu'un qui vient d'un pays où les choses fonctionnent un petit peu plus lentement, ce n'est certainement pas une idée reçue. C'est vraiment un sentiment et c'est un sentiment internalisé qu'on a parfois du mal à exprimer. En écoutant plusieurs immigrants autour de moi, je me suis rendu compte que c'était une réalité, mais une réalité qui n'était pas nommée jusqu'à présent. Donc, il y avait ce sentiment que les choses avancent, je ne vais pas dire lentement, mais à un rythme différent dans leur pays d'origine. Et il y a vraiment, c'est le cas pour Héloïse, là, chez elle, elle n'arrive même pas comment je vais dire, à se réveiller là parce que elle se rend compte que tout va tellement vite autour d'elle. Le temps est une denrée rare, c'est très précieux. Alors que elle se rappelle, dans son pays d'origine, il n'y avait pas cette notion du temps là. Elle pouvait arriver en retard. Mais là, elle découvre qu'arriver en retard au rendez-vous, on va prendre la personne qui est arrivée après toi, ou alors tu vas perdre le rendez-vous. Donc, il y a cette notion de vitesse. Ce n'est pas une vitesse, c'est pas une vitesse qu'on est capable de tangible, qu'on est capable de palper ou bien de toucher du doigt, mais en fait, c'est un sentiment à l'intérieur de soi que tout court réellement. Il y a un passage dans lequel le personnage d'Héloïse se retrouve au croisement de Connecticut et Georgia et les voitures vont tellement vite, le bus arrive 1 minute à l'avance. Il y a une vieille dame qui tire un chariot avec rapidité, il y a des gamins qui courent et là, c'est vraiment ce elle ressent de l'Amérique. Elle ressent qu'elle est dans un monde où tout évolue vite et c'est ce que j'appelle le vertige de la vitesse, en fait. Hmm. C'est très bien. Et nous voyons aussi ça dans le monde d'éducation aussi. Nous avons justement parlé de ça hier, que Oui, les immigrés, normalement, ils ont des difficultés d'adaptation aux moules américaines, oui, comme c'est écrit dans le livre. oui, C'est-à-dire de travailler 2 fois de plus dans tous les domaines. Et vous m'avez partagé ces faits hier que il y a ce contraste entre les silences valorisés au Cameroun, ce qui est un signe de sagesse, et aux États-Unis, c'est vraiment c'est une bonne chose de beaucoup participer, de partager votre opinion, de prendre l'initiative. oui, Est-ce que vous pouvez parler un peu de ça? Parce que oui, on a vu ça avec l'exemple à Héloïse quand elle était étudiante, mais aussi on en a parlé de ça quand on explorait le parcours de Nana et aussi Héloïse quand elles étaient en train de trouver un travail et c'était oui, tellement difficile parce que il y a des petites signes culturels qui sont oui. pas forcément dits, qui sont plutôt invisibles et c'était tellement difficile à comprendre. Oui, effectivement, il y a des codes culturels qui sont aussi, qu'on ne dira peut-être pas ouvertement, mais ce sont des choses observables dont le personnage parle effectivement. Donc, le personnage se rend compte qu'il y a cette notion du temps-là qu'il faut vite attraper pour pouvoir évoluer dans la société. Vous avez parlé, Catherine, du silence et du fait de prendre la parole. Effectivement, culturellement, dans certaines cultures, par exemple la culture d'où je viens au Cameroun, le silence est très
très valorisé. Le silence est un signe de sagesse et le silence, en fait, deux personnes peuvent se regarder, être silencieuses et avoir toute une conversation. Une conversation pleine juste avec des regards, Mhm. sans parler. Donc, trop parler peut même être mal vu, en fait. Donc, trop parler peut en fait, être révélateur d'un manque de sagesse, d'une agitation et autres. Et moi, arrivé aux États-Unis, j'ai eu ce choc-là parce que je me souviens quand j'étais à Montgomery College, j'étais très peu bavarde dans des salles de classe et je me concentrais pour bien écouter parce que culturellement, c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. On écoute en fait, surtout quand un aîné parle. Un professeur est un aîné aussi. Donc, je me concentrais, j'écoutais bien et je parlais très peu. Et je me souviens que plusieurs profs ont attiré mon attention sur la participation. Ils étaient toujours étonnés de se rendre compte que j'écoutais très, très bien dans mes résultats mais que je ne participais pas. Et c'est à partir du moment où ils m'ont fait la remarque que j'ai compris et en observant autour de moi l'importance de participer. Donc, arrivé à UVA, j'ai changé complètement de méthode. Je crois que là, tout ça a un petit peu mélangé dans ma tête parce que je participais même trop. À la fin, on voulait que je ne dise plus rien. Donc, en fait, c'est pour dire il y a toutes ces différentes, il y a toutes ces petites différences qu'il faut vite capter. Et plus vite on les capte, mieux on s'adapte, je pense. Donc, comprendre qu'il est important de parler vite l'anglais, ça va de soi dans toutes les sociétés. Travailler aussi son accent pour être mieux compris. J'en parle subtilement. Personne ne te le dira jamais, mais aussi l'accent est est un symbole d'intégration aussi. On est capable d'observer que quelqu'un a passé un certain temps par rapport à la façon dont il parle, la façon dont il prononce les mots et tout. Donc, il y a tout ça, en fait, pour un immigrant qu'il faut prendre en compte quand il s'installe dans une société comme les Très bien. États-Unis. Je vais changer de direction un petit peu parce que cette histoire me rappelait de trois personnages en fait. Ok. Wing Wen à Mhm, l'Université de Virginia mhm, et aussi Charlie mhm, qui travaillait au Starbucks et mhm. aussi Héloïse quand elle était deux versions d'elle-même. Oui. Je veux poser la question. Le roman aborde différents niveaux de privilèges au Mhm, sein des communautés. Vous avez mhm, justement parlé du privilège que Héloïse connaît mhm, et Charlie ne connaît pas. mhm, Mais on a rencontré plusieurs personnes qui ont plusieurs niveaux de privilèges et accès au rêve américain. mhm, Par exemple, ceux qui ont la nationalité différente, comme Lily par exemple, elle a des motivations pour, euh, pour avoir le green card parce qu'elle a gagné la loterie de green card. Elle est française, donc elle a déjà ce niveau un petit peu plus que mhm, ceux qui sont venus comme Charlie avec rien, qui ont des devoirs à leur famille. Par mhm, exemple, il a une famille qui compte beaucoup sur lui. Et Wing Wen, qui est chinoise, qui est à University of Virginia avec Eloise et leur amitié ensemble. Il y a des liens culturels, mais pas forcément entre les deux filles qui sont très intéressants d'explorer. Donc, ma question à vous, c'est comment ces facteurs fonctionnent, euh, ils, ceux qui peuvent ou ne peuvent pas se rapprocher du rêve américain, ceux qui sont privilégiés ou manquent de privilèges? Alors, effectivement, c'était très bien perçu, Catherine, parce que c'était le but de contraster un peu ces personnages-là quand je les mettais ensemble et je montrais un peu leur cheminement. Si on pense par exemple à Charlie, sa perspective du rêve américain est forcément différente parce que lui vient d'un milieu très pauvre et donc tout ce en fait, la moindre opportunité qu'il a aux États-Unis, il s'en contente facilement parce que ce que d'autres pourraient percevoir comme petit chez lui aux États-Unis, avoir son petit boulot à Starbucks, après il devient caissier à Bank of America. Pour lui, c'est beaucoup. Et Jaden, lui parle, Jaden, son ami afro-américain qui vient des États-Unis, lui dit, mais tu pourras aspirer à plus, avoir un meilleur boulot, retourner aux études comme la plupart de tes concitoyens. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que pour Charlie, avoir déjà un 3,5 par rapport au milieu d'où il vient, avoir un 3,5, être capable d'envoyer de l'argent à sa famille, c'est déjà beaucoup. En fait, c'est déjà pour lui, c'est le plafond, en fait, parce qu'il n'a jamais rêvé, il n'a jamais aspiré à arriver là.
Alors que pour quelqu'un comme, je prendrais Nana ou Héloïse, qui ont des familles qui sont capables de les soutenir et tout, et puis qui n'ont pas envoyé de l'argent au pays à aider des gens qui sont, voilà, qui ne comptent que sur elles-mêmes et qui n'ont pas des gens, en fait, qui comptent sur elles, c'est différent. Elle part déjà dans le rêve américain d'un certain, je vais pas appeler ça un piédestal, mais un niveau plus haut que celui de Charlie. Donc, forcément, elles peuvent rêver rêver penser à des boulots de rêve dans des grandes compagnies parce qu'elles sont capables, pendant qu'elles cherchent ces boulots-là, d'être supportées par leur famille. Alors que Charlie, c'est lui qui supporte sa famille au Cameroun. Donc, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Wing-Wen et Héloïse, quand elles se rencontrent à UVA, ce qu'elles ont, ce qu'elles partagent ensemble, c'est justement qu'elles sont dans leur dorm. Dans leur dorm. Elles sont toutes les deux immigrantes. Elles viennent, elles ont un peu la même vision des choses dans la vie, mais les cultures sont différentes. Et ce qui, en fait, les rapproche, c'est déjà le fait d'avoir beaucoup de points communs, beaucoup de choses qu'elles aiment. Elles apprennent à manger les sushis ensemble. Bon, Wing-Wen mange des sushis depuis longtemps, mais elle voudrait initier Héloïse à l'art de manger les sushis. Mais aussi, quand on regarde en fin de journée, en fin de compte, quand elles réfléchissent à tout ça, elles restent des immigrantes à Charlottesville. Parce que Wing elle vient de loin, elle vient de la Chine et tout ça. Elle est en train de se réintégrer de s'intégrer autant pour moi à Charlottesville. Et Héloïse aussi a tout ce background du Cameroun. Donc, c'est un peu, c'est ça, elles évoluent ensemble, elles apprennent à se soutenir l'une l'autre dans leurs difficultés comme des immigrantes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Non, oui, c'était très bien, merci beaucoup. Et je voulais aussi parler un petit peu de Tata Habi. Je pense que elle est peut-être mon personnage préféré juste parce que elle est vraiment une personnage très, très puissante et centrale dans ce livre. Mm. Et elle a un parcours très intéressant qui est très, très différent de d'autres personnages dans ce Mm. livre. Et surtout en comparaison à Charlie, qui est content avec si peu, et Tata Habi, qui a fait, peut-être on peut dire, le rêve américain inversé. Parce qu'elle a commencé très haut, femme de diplomate. Dès qu'elle est arrivée à Washington, elle a connu le très grand dîner à Capitol Hill. Mais Charlie, il a jamais vécu ça, hein. Mais on Mhm. voit toujours cet optimisme avec Charlie Mhm. qu'on ne voit pas avec Tata Habi. Happy. Oui, par rapport à tout ce qu'elle a vécu, mais c'est très intéressant de voir le déclin du rêve américain pour elle. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cette comparaison? Oui, je voudrais d'abord dire que le personnage de Tata Abby me tient vraiment à cœur parce que c'est un personnage réel. J'ai obtenu la permission de sa famille pour parler d'elle. Donc, c'est une histoire réelle. C'est une histoire du rêve américain inversé, justement, de partir. Je vais me limiter au personnage et ne pas parler de la personne, essayer de différencier les deux, mais partir justement de ce statut-là de femme de diplomate et puis après, avec le divorce avec son mari, perdre son statut, tomber à travailleuse au noir, se mettre à chercher tous les petits boulots parce qu'elle s'est même retrouvée à un moment sans papier. Aux États-Unis, c'est vraiment le rêve américain inversé. Et c'est dans ces moments-là que Tata Abby réalise tous les privilèges qu'elle a eus avant et qu'elle n'aura plus jamais quand elle travaille dans certains endroits avec des personnes qu'elle côtoyait dans les grands magasins comme Macy's, où ils avaient des cartes gold ensemble et tout, et se rendre compte de là où elle est partie et de là où elle se retrouve, c'est très difficile pour elle à accepter. Et c'est le cas, même si on ne s'en rend pas compte, de beaucoup d'immigrants, peut-être qui ne sont pas des époux de diplomates comme elle, mais qui arrivent avec des bagages solides d'ailleurs, des années d'études, des boulots dans de grandes compagnies et parfois qui doivent recommencer parce que leurs diplômes ne sont pas reconnus ou ne sont pas reconnus à leur juste valeur, parce que leur expérience professionnelle n'est pas reconnue ou n'est pas reconnue à sa juste valeur. Ils se retrouvent dans une situation assez troublante où ils pensaient aller plus haut, mais il va leur falloir aller plus bas pour pouvoir remonter après.
Donc, ça, c'est une façon de voir les choses. Et puis, du côté de Charlie, c'est totalement différent parce que Charlie, lui, c'est vraiment, même si pour d'autres, ça pourrait être très lent, son ascension, lui, il estime que c'est beau, c'est vraiment lui, il vit son rêve américain déjà, au niveau, il peut le vivre parce que lui, il n'avait pas de papier, il était très pauvre au Cameroun et puis il a eu cette opportunité-là d'arriver des États-Unis et tout. Il a dit plein de mensonges, on le sait, et puis il est arrivé aux États-Unis et il part de ce point de départ que là, il faut à tout prix réussir parce qu'il n'aurait même, il n'aurait jamais imaginé se retrouver aux États-Unis. Et lui, il se met donc à entamer cette lente ascension-là vers le succès. Et quand tout le monde essaie de lui dire ce n'est pas assez, il dit, hey, laissez-moi aller à ce rythme-là parce qu'aucun de vous ne sait exactement d'où je viens. Du coup, il commence avec des boulots, il doit aider sa famille, il a beaucoup de responsabilités, il a son 3,5, il passe de Starbucks à Bank of America et puis tout commence à évoluer pour lui au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment deux façons de voir l'immigration en descendant ou bien en ascendant. Donc, Hmm. c'est ça. C'était très intéressant de penser à Charlie en comparaison aussi du mari de Tahabi Aliou parce que lui, il a perdu un peu son identité quand il était aux États-Unis. Mais en revanche, Charlie, il a rien perdu. Il reste Mhm. très proche à sa famille. Ouais, Donc, j'aimais beaucoup comment vous avez encadré ça. C'était vraiment très bien fait. ouais. Et Mhm. mon autre question, c'était lié à ce petit passage quand Héloïse, quand elle est venue à Anacostia, un Ouais. quartier à Washington pour la première fois. Elle a eu un choc culturel dans un pays qui n'était pas le sien, mais aussi parce que elle attendait pas ce qu'elle a vécu dans deux quartiers complètement différents. C'était dépassement total. Et je veux poser la question. Au sein des communautés immigrées et minoritaires, votre histoire suggère qu'il existe toujours des réseaux, des hiérarchies et même des préjugés entre les groupes. Pourquoi était-il important pour vous d'aborder ce thème? Parce qu'on n'en parle pas assez et qu'on a tendance à penser que la race est un facteur d'homogénéité. Et peut-être parce que moi aussi, je l'ai pensé pendant longtemps. J'étais convaincue qu'en arrivant, je serais capable de m'intégrer dans les communautés afro-américaines, juste du point de vue de la race, que je serais capable de m'intégrer dans une communauté de Barbados, etc. Mais en fait, on n'en parle pas, on n'en parlait pas assez parce que de plus en plus, je vois des reportages à ce sujet, mais il n'y a pas de rapport forcément homogène. Il y a peut-être une lointaine ascendance, mais avec la diversité géographique, même la diversité de parcours, l'histoire, il y a vraiment, je ne dirais pas qu'on est à un niveau d'hétérogénéité au sein de certains groupes, mais je dirais qu'il ne faut surtout pas essayer de les voir comme un groupe homogène. Ça, c'est ce que j'ai découvert, c'est ce que le personnage a découvert, pas moi, en explorant l'Amérique profonde et tout. Euh, Par exemple, quand elle va à Anacostia, déjà c'est un choc pour elle parce qu'elle n'imaginait même pas qu'il y ait une partie de l'Amérique comme South East DC, c'est-à-dire une partie qu'on on médiatise moins, dans laquelle on voit beaucoup de pauvreté, beaucoup de gangs de rue, etc. C'est déjà un premier choc pour elle de découvrir cette Amérique parce que partie du Cameroun, l'Amérique qu'elle connaît, c'est celle de Clint Eastwood, c'est celle des Beverly Hills qu'elle voyait à la télévision et tout. Donc ça, c'est le premier choc. Maintenant, quand elle travaille comme coiffeuse, ce personnage-là, elle étudie et puis elle fait des petits boulots de coiffeuse, elle se rend compte que il y a des tensions réelles entre certains groupes afro aussi. Que être afro-américain, ça vient avec une culture, ça vient avec un passé qui n'est pas forcément le même que celui des Africains immigrants. Ça, c'est ce qu'elle découvre et qu'elle commence à comprendre. Je pense qu'il y a une grande autrice que j'aime beaucoup, Chimamanda Ngozi, qui en parle aussi un petit peu dans Americana. Donc, c'est cette tendance à tout regrouper là que le personnage nous met en garde contre la tendance à tout mettre dans un sac en disant ça, c'est telle race, ça, c'est tel groupe ethnique, ça. Mais à l'intérieur des groupes, il y a encore des sous-groupes. Et à l'intérieur des sous-groupes, il y a encore d'autres considérations, d'autres valeurs qui créent peut-être pas des divisions, mais qu'il faudrait bien intégrer comme étant, je n'irai pas jusqu'à les
hétérogénéité, mais je dirais quand même que c'est à prendre en compte, en fait, dans notre réflexion. Donc, je tenais vraiment à en parler parce que ça a été très étonnant pour moi, honnêtement. Et puis, je pensais qu'il faudrait vraiment sensibiliser aussi à ce sujet pour que, on évite de faire des amalgames, en Mm, fait. c'est vrai. Et justement, dans cette scène, on a vu l'homme toute seule, torse nu, qui était sans abri. Et pour Héloïse, pour plusieurs raisons, c'était très choquant parce que dans sa communauté, adhésion et la communauté est très important. Et laissant quelqu'un toute seule, fou, dans la Mhm, rue comme ça, c'est mhm, impensable. Mais de voir qu'aux États-Unis, c'est un peu chacun pour soi. mhm, C'était très difficile, j'imagine, pour elle à comprendre. Et ça me fait penser à une histoire personnelle à moi. J'ai un ami qui vient de Ghana, en Afrique, et il a passé un séjour à New York, à Washington. Il m'a dit que au Ghana, ils n'ont pas croyé que ça peut même exister des gens exister. qui sont Oui. sans abri dans la capitale du pays incroyable, de Mhm, grandeur, de Eldorado, de mhm. la rue vers le cheminée d'or. Je pense que Arriver vers vous l'or. écrivez ça exactement ça. Oui. Donc, c'est très intéressant de voir que même en dehors de ce livre, on voit que les gens sont tellement prises par cette histoire Mhm. du rêve américain que c'est absolument impensable d'imaginer la pauvreté et cette idée de chacun pour soi aux États-Unis. Ouais. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de ça? Est-ce que au Cameroun, cette idée est pareille? Ouais. Oui, je commencerai par dire oui déjà pour pouvoir planter le décor. Oui, c'est effectivement pareil. Il y a cette idée de l'Eldorado et cette considération que en Amérique on trouve tout, on poursuit le dollar. Comme le dit souvent un de mes parents, on a presque l'impression qu'il y a un arbre là-bas qui pousse avec des dollars et qu'on serait capable de le cueillir, de les cueillir les dollars une fois qu'on arrive là-bas, ce qui n'est pas vrai. Fort heureusement, ce qui a commencé à conscientiser beaucoup la jeunesse et toutes les personnes qui avaient cette idée d'Eldorado, ce sont les écrivains c'est l'écriture migrante en fait. Ce sont les écrivains de la diaspora, ce sont les personnes de la diaspora, des écrivains en France comme Fatou Diom qui racontent l'histoire avec les réalités, alors qu'avant, beaucoup de personnes de la diaspora rentraient en vendant le rêve américain. Et le rêve américain, il est réel, sauf que quand ils vendaient le rêve américain, ils ne parlaient pas vraiment de flip side, de l'autre côté de la médaille, ils n'en parlaient pas. Et pour beaucoup, donc, c'est vraiment ça, l'Amérique représentait. C'était un peu comme si une fois qu'on a mis les pieds en Amérique, bah, ta vie change complètement. Littéralement, on ne parle pas du travail que tu vas devoir faire pour arriver à tes objectifs. On ne parle pas de, en fait, tout le processus, toute la phase de la métamorphose du papillon, en fait. On te parle de comment tu vas t'envoler, mais on ne te dit pas que tu vas être une chenille. Après, il y aura la chrysalide. Après, il y aura le moment où tu vas devoir battre de tes ailes et tout. Personne ne le dit et ça crée ce rêve-là. J'en parle un peu quand je dis que Minou et Nana retournent souvent au Cameroun. Quand elles reviennent et qu'elles donnent le dollar, le 20 dollars, Mm. c'est vraiment pour les personnes qui reçoivent ces dollars-là, le fait que ça symbolise le dollar, l'Amérique, la liberté même aussi, parce qu'il y a toute la question de ce que l'Amérique représente pour des personnes qui peut-être même n'ont jamais voyagé. Donc, c'est ça, recevoir des dollars, je le dis que c'est vraiment, c'est très fort. Je vais peut-être pousser même un peu en disant que je pense que quelqu'un recevrait, certaines personnes, c'est peut-être aussi une forme, je vais pas dire d'ignorance, mais certaines personnes seraient capables de recevoir un dollar et de chérir ce dollar et on leur donnerait 1 million de francs CFA parce que c'est pas le dollar, ça n'aurait peut-être pas la même valeur. J'exagère un peu, c'est de l'hyperbole là, mais c'est une façon de dire qu'il y a toute cette symbolique autour de l'Amérique, du dollar, ses rêves de liberté. Et je vais terminer en disant que je mentionne justement quelque chose d'intéressant dans l'œuvre, c'est la question que se posent certains personnages américains, c'est pourquoi vous venez ici aux personnes qui viennent de familles nantis. On se demande, mais qu'est-ce qui vous attire ici, par exemple, si vous venez de famille nantis? Et la réponse d'Héloïse, bah, c'est une réflexion qui se passe dans sa tête. Elle n'arrive pas à le dire à ses amis américains dans ses groupes d'études. La vérité, c'est que le mythe de l'Eldorado persiste. La vérité, c'est qu'en étant là-bas, Héloïse est en train de réaliser le rêve de ses parents, d'avoir des enfants qui étudient ailleurs. La vérité aussi, et la plus importante, c'est que Héloïse
elle a du mal à leur dire parce qu'elle veut pas trahir son pays. Elle a comme ce conflit à l'intérieur que, au-delà du côté financier, de l'aspect financier, il y a la liberté. Elle parle d'une grève qu'elle a vécue quand elle était étudiante au Cameroun, dans laquelle elle a failli mourir. Elle a vu des gens partir. Et c'est là qu'elle réalise que ce n'est pas juste une question financière, il y a aussi la question de la liberté. Donc, c'est un peu, c'est un peu tout ça que, voilà. Hmm. Et au début du livre, vous avez écrit que ces billets de 20 dollars, ça tient beaucoup de valeur au Cameroun. Et c'est pas forcément, comme vous dites, la valeur actuelle, mais plutôt la valeur symbolique. Mm, Parce que vous écrivez que c'est comme si ils ont touché l'Amérique. mm, Ça, c'était tellement puissant d'imaginer mm, que c'est juste un petit bout de papier, mais ça a beaucoup de valeur dedans. Et en tant qu'Américaine, moi-même, j'ai rigolé un petit peu quand j'ai lu le petit passage de Slim Jims, Chewing Gum Trident, Basket Nike et de mm, petits objets, par exemple le petit statue de Fort McHenry à mm, Baltimore, mm, était comme un monde en vert pour tout le monde au Cameroun. mm, Et quand Héloïse, quand elle est venue avec tous ses cadeaux, c'était comme si elle était, on dirait, Père Noël. mm, Elle était vraiment très populaire parmi ses amis parce que sa maman, elle travaillait beaucoup ouais, l'enverrait beaucoup d'argent, mm, mais en même temps, c'était un moment spécial pour Héloïse parce mm, qu'elle se sentait comme si elle était un peu dans deux mondes privilégiés en mm, même temps. mm. Et est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus comment les objets banals, comme symboles tangibles du rêve américain, sont très importants à Mm. l'étranger? Alors, non, oui, c'est effectivement ça. On a presque l'impression on pourrait presque avoir l'impression, pour quelqu'un qui reçoit ces objets, que qu'en les touchant, on touche l'Amérique du doigt, en fait. Donc, vous avez mentionné la valeur symbolique, mais il y a aussi la valeur matérielle. Parce que 20 dollars, ça n'a pas une grande valeur aux États-Unis, mais converti en francs CFA par rapport au niveau de vie au Cameroun, ça a une certaine valeur. Donc, si on convertit avec 20 dollars, il y a beaucoup de choses qu'on serait capable de faire au Cameroun. Beaucoup d'endroits on pourrait aller en CFA, bien sûr, alors que 20 dollars aux États-Unis, ça n'a pas une grande valeur. Donc, il y a aussi le côté financier. Maintenant, pour tous les petits objets, c'est effectivement ce sentiment-là, c'est un peu lié à l'exotisme aussi, à cette idée du mieux vivre ailleurs, à cette idée que tout ce qui vient d'ailleurs est meilleur. Donc, avoir ces objets-là, déjà, ça peut, pour quelqu'un qui les a, ça peut représenter, ça peut être comme s'il touchait l'Amérique, comme s'il avait accès à l'Amérique, comme si en fait, quelque part, je ne sais pas comment le dire là, mais c'est une façon en fait de lui donner accès à ce rêve-là. Il est peut-être pas physiquement présent en Amérique, mais comme il a des objets de l'Amérique, quelque part il touche des doigts à l'Amérique. Et puis aussi, quand il garde ces objets symbolisent aussi pour lui cette personne qui est partie là, cette personne qui n'est plus là. Je me souviens en voyant des objets de mes aînés qui étaient partis, mes frères aînés, sœurs aînées qui étaient partis. Ces objets-là me rappelaient aussi, eux, les défis qu'ils étaient en train de vivre là-bas, même si je ne soupçonnais pas vraiment quels étaient ces défis ou bien je ne soupçonnais pas à quel point ça pouvait être difficile pour eux. Donc, c'est un peu ça. Mm. Voilà. C'est toute cette symbolique qu'il y a autour des objets qui viennent des États-Unis. Oui, c'est vrai, c'est vraiment un rêve un peu idéalisé Oui. à l'étranger. Et en parlant de ça, comment c'est montré dans les médias? Et pourquoi pensez-vous qu'il n'y a pas assez d'informations des gens qui sont déjà les immigrés aux États-Unis aux autres qui veulent faire la migration sur la ségrégation historique, les quartiers divisés et aussi le dévisement des classes, le plafond de verre, le burn-out, le fait qu'il doit travailler deux fois de plus pas Mm. juste dans le niveau de l'éducation supérieure, mais par exemple, on a vu ça avec Charlie qui travaillait dans tous les caisses de fast-food juste pour entraîner son accent américain. Pourquoi c'est pas aussi répandu comme sujet de discussion? Alors, je dirais, à mon avis déjà, peut-être parce qu'on aime bien montrer
ce qui est beau, tout ce qui est beau, c'est ça, Mhm. ça, tout ce qui fait rêver. Et puis, on a tendance à vouloir cacher, l'être humain a tendance à vouloir un peu dissimuler ce qui est moins beau. Donc, je pense que c'est aussi en grande partie dû aux médias. C'est les médias choisissent ce qu'ils veulent publier. Il y a, je dirais, presque tout un agenda derrière. Le personnage de Charlie en parle un petit peu quand il décrit. Quand il parle de comment les médias décrivent, par exemple, les Africains ou comment les médias décrivent la pauvreté en Afrique. Donc, en fait, je dirais, je ne veux pas me prononcer là aussi vraiment parce que c'est une question délicate et parce que mon avis est subjectif, il est réellement subjectif, mais je dirais que ça fait partie quelque part d'un agenda, en fait. C'est montrer une certaine partie du monde d'une certaine façon et puis montrer une autre partie du monde d'une autre façon, pour plusieurs raisons, pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, pour des raisons qui sont liées à l'aide. Je pense qu'il y a tout un tas de raisons derrière. Donc mais ça part quand même d'une volonté, Mhm. je crois, dans un certain sens, de présenter les choses d'une certaine manière. Et justement, les écrivains, même pas seulement les écrivains, mais les personnes de la diaspora sensibilisent de plus en plus ceux qui partent et leur disent il faudrait dire la vérité aux autres. Il faudrait vraiment leur dire ce qui se passe parce que là, ils arriveront plus préparés. Mais si vous ne leur dites pas et que vous passez votre temps à vendre le rêve, dans mon premier roman, je me souviens de ma discussion avec Sarah à ce sujet. Il y a également aussi toutes ces polémiques-là des personnes qui rentrent et puis qui vendent le rêve avec des sacs Chanel, avec des objets chers, comme si la vie à l'étranger se résumait à cela, alors que c'est souvent des personnes qui vivent des difficultés réelles, même si elles sont à l'étranger. Elles vivent des difficultés, mais elles n'en parlent pas suffisamment. Et puis, il y a aussi le fait que les personnes qui sont de l'autre côté ont des attentes. Et parfois, on n'a pas envie de trahir leurs attentes. Donc, pour les personnes qui sont de l'autre côté, elles se disent, bah, si mon frère ou ma sœur a pu voyager, a un petit boulot, bah, forcément, ça veut dire il est financièrement, il a une certaine stabilité financière et qu'il pourrait m'envoyer de l'argent. Donc, il y a toutes ces choses qu'on entretient qui ne sont pas réelles pour moi et sur lesquelles il faudrait maintenant de plus en plus se pencher. Donc, il Mhm. faudrait parler. Très bien. Et dans l'entrée du temps, je vais maintenant passer à la deux dernières questions qui sont un peu liées. Tout au long du roman, nous voyons des visions contrastées du rêve américain. Oh, pardon, j'ai déjà partagé. Ah, le papillon monarque. On a vu ce symbole plusieurs fois tout au long du roman. Et ils apparaissent à plusieurs reprises comme un symbole central. Comment leur transformation de la chenille à la chrysalide, puis au papillon, reflète le parcours émotionnel et social des migrants dans cette histoire, mais aussi dans votre propre histoire. Alors, donc, c'est une autre question. Pour moi, la métamorphose des papillons est la meilleure symbolique de l'immigration et je vais surtout parler d'immigration aux États-Unis. Je vais même dire en Amérique du Nord parce que c'est pareil au Canada où je suis. C'est vraiment la symbolique parce que le papillon commence comme une chenille tout doucement, il faut qu'il y ait une petite chenille qui rampe, qui a du mal à avancer. Et puis après, il y a un moment où il faut passer à l'étape de la chrysalide et c'est la formation, il s'agit des moments où on découvre en fait la recherche du travail, comment fonctionne le système, comment est-ce on va mieux s'intégrer, qu'est-ce qu'il faut faire pour être mieux intégré. Pour moi, c'est cette période-là de la chrysalide. Et puis, il y a le moment où il faut fondre sa chrysalide soi-même. Parce que c'est ça peut être très brutal si c'est d'autres qui la font pour toi, comme Héloïse va le constater. Il faut sortir maintenant de cette chrysalide, il faut commencer à battre des ailes tout doucement. Ça, c'est le moment où on est dans cette émergence-là, cette immigration émergente dont je parle. Et puis après, quand on s'envole, on a un tout beau papillon. C'est le moment où on se rend compte que la plupart des objectifs qu'on s'était fixés dès le départ, on les a atteints. Ou du moins, on est sur la voie d'atteindre ces objectifs. Donc, c'est ce que les différents personnages de l'œuvre reflètent. C'est sûr qu'il y en a qui n'arrivent jamais à s'envoler, malheureusement. Mais c'est aussi un petit peu illustratif de mon propre parcours. Je vais parler de moi, je vais m'ouvrir un peu et parler de ma propre expérience parce que comme Héloïse, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter, mais vraiment, vraiment beaucoup de mal à m'adapter parce que j'étais dans mon petit La La Land, ma petite bulle en fait. Et à un moment,
la chrysalide, j'ai compris il fallait vraiment que je la fonde moi-même, que je sorte de ma zone de confort, de mes rêves et que j'aille affronter les réalités de l'Amérique, si je vais le dire ainsi, que je m'intègre, comme le dit Tata Abi quand elle parle d'intégration, que je trouve du travail, je retourne aux études. Bon, j'étais déjà retournée aux études là, mais que je comprenne le système, il a fallu que je passe par tout ce processus-là. Donc, c'est un peu ça la métamorphose. C'est pour ça que je dis l'envolée des monarques, parce que la question qu'on se pose quand on lit le livre, c'est quand est-ce que le personnage de Nana va s'envoler? Quand est-ce que le personnage de Tata Abi va s'envoler? Quand est-ce que le personnage d'Héloïse va s'envoler? Donc, il faut à tout prix, il faut passer au moins par une étape, sinon toutes les étapes de la métamorphose pour pouvoir s'envoler. Je faisais aussi un petit jeu de mots quand j'ai expliqué tout ça et quand j'ai choisi le titre parce qu'il y a l'expression voler de ses propres ailes en français qui veut dire littéralement apprendre à se débrouiller. Et l'immigration, c'est aussi la débrouillardise quelque part avant de devenir un papillon. Hmm, très bien dit. Et est-ce que ce symbole a toujours vous accompagné pendant votre propre parcours ou est-il apparu plus tard comme une manière de l'expliquer rétrospectivement votre parcours et votre histoire et vos expériences également? Alors, je dirais rétrospectivement, dès le départ, parce que je n'ai jamais, pendant que je vivais des expériences, réfléchi à tout ça avec intensité. J'y pensais, mais je trouve que c'est plus facile de réfléchir à quelque chose quand on regarde la chose, on est en avant, on la regarde en arrière, en fait, parce que là, on est capable de tout voir. Alors que quand on réfléchit pendant qu'on évolue, il y a des choses qu'on peut miss, comme on dirait, hein. Je préfère vraiment le mot en anglais parce que on est encore en train de vivre donc, même je vais dire notre vision des choses, notre perception peut être biaisée parce on est dans le vécu. Alors que quand c'est une expérience passée, là, on peut calmement observer les choses froidement, même, je vais dire. Donc, ça a été rétrospectif pour moi. Je n'ai jamais même pensé pendant que je vivais ces expériences au fait qu'au fait que ça s'apparentait à une métamorphose de papillon. Mais c'est en y réfléchissant plus tard que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a eu cette période où j'ai rampé comme une chenille, cette période où je suis sortie de ma chrysalide, cette période où j'ai commencé à m'envoler. Et je me suis rendu compte que c'était le cas pour plusieurs immigrants autour de moi. Et à la fin du roman, justement, le personnage d'Héloïse, c'est un peu ce qu'elle essaye d'illustrer. Donc, tout ce qui se passe à la fin du roman, je ne vais pas jouer le spoiler. Donc, tout ce qui se passe, c'est vraiment une manière de montrer que, euh, au stade où elle est rendue, maintenant, elle est une immigrante avec une pleine expérience qui est capable de conseiller d'autres et qui est capable de regarder en arrière parce qu'il y a eu un parcours. Il y a eu un parcours. Donc, Hmm. c'est ça. Je pense que vous avez déjà répondu un peu à cette dernière question, mais est-ce que vous vous considérez un monarque aussi, un Oui, papillon? oui, c'est certain. C'est Très certain bien. que, oui. Bon, maintenant, je vais ouvrir les questions. On a des questions Oh, dans le public hein, que j'ai là, si vous voulez que je les dise. Je ne sais pas si vous oui, avez d'autres oui. questions, mais je sais qu'il y a des questions, et notamment Betty qui a dû partir malheureusement et qui avait une question, donc j'aimerais bien la poser parce que comme on Hmm, lui enverra l'enregistrement, elle pourra peut-être écouter votre réponse à sa question. d'accord. Betty demandait quelle est l'idée fausse la plus grande à propos de l'expérience immigrée que vous espérez que votre livre changera. Hmm, C'est une excellente question qui m'aurait demandé un peu plus de réflexion, mais je dirais, hmm, je parlerai je vais être sûre de donner une réponse, une bonne réponse. Je dirais beaucoup plus peut-être l'idée que les choses pourraient s'accomplir vite parce qu'on est déjà rendu aux États-Unis, parce que c'est cette idée que le rêve américain, c'est quelque chose qu'on peut rapidement vivre. Donc moi, c'est ça. Il y a un rêve, c'est effectif, c'est réel, le rêve, mais il y a beaucoup d'étapes pour arriver à un plein accomplissement, pour qu'on soit épanoui. Moi, c'est plus cette idée-là. Je trouve que, surtout de là où je viens, je ne vais pas parler pour tous les pays du monde, mais au Cameroun, il y a vraiment cette idée que une fois qu'on est arrivé, on a littéralement mis les pieds aux États-Unis, Sarah.
Bah, c'est le début de la réussite. Pour moi, non. Pour moi, c'est le début, c'est vraiment le commencement euh, d'une nouvelle étape. Et c'est vraiment le commencement de cette métamorphose-là vers le succès et non le début du succès. Hmm, hmm. C'est plus ça. Il y a Yolande qui pose deux questions. La première, c'est comment décririez-vous le processus que vous avez engagé en écrivant votre livre? Qu'est-ce que vous avez appris durant ce processus? Qu'est-ce qui était difficile? Qu'est-ce qui vous motivait durant le processus de réflexion et de rédaction? Excellente question. Je pense que j'ai appris beaucoup sur moi-même. Beaucoup sur moi-même. J'ai eu presque l'impression en écrivant que j'apprenais à me connaître. J'apprenais, je découvrais des choses sur moi-même. C'était une chose pour moi d'écrire, mais comme il me fallait vraiment plonger au plus profond de moi-même et me souvenir de ce que j'ai vécu, c'était des moments très émouvants où je commençais je pense que je vais vous prendre un exemple. J'ai réussi à mettre les mots sur mon côté rêveur et mon côté idéaliste en écrivant mon roman. Mais avant, si quelqu'un m'avait dit que je l'étais, je suis sûre que j'aurais pris du recul. C'est un peu comme si j'ai réussi à moi-même illustrer ma propre personne, en fait. Donc, ça, c'était la chose que j'ai trouvée vraiment intéressante. Et puis aussi, je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure à Catherine. C'est le fait de pouvoir analyser quelque chose rétrospectivement aussi que j'ai apprécié. Parce que là, j'étais capable déjà d'avoir une certaine froideur, donc de regarder à distance les choses, aussi d'apporter une certaine objectivité à ma subjectivité. Et je suis certaine que si j'avais écrit le roman pendant que j'étais en train de vivre ce processus, j'aurais peut-être ressenti les choses différemment. Je ne sais pas si je me fais comprendre, Sarah. Oui, Hmm, donc si, si. ouais, voilà. Et d'ailleurs, elle a une deuxième question, Yolande, qui est, elle a tellement parlé de votre livre à ses amies qui, elles, sont américaines et ne lisent pas en français, elle-même est camerounaise, donc elle voudrait savoir s'il y aura bientôt, dans un futur proche, des copies en anglais. Donc, vous envisagez la traduction? C'est vrai Ouais, qu'à vous écouter, je me disais que ça serait vraiment bien parce que vous avez nommé un livre que j'ai lu qui s'appelle Americana. ouais, Et vous avez aussi nommé Fatou Diom, qui ouais. a écrit Le ventre de l'Atlantique et qui voit cela, donc l'immigration vers l'Occident. Donc je pense que si c'était traduit en anglais, ça serait vraiment extraordinaire. Ouais. Je pense aussi, Sarah, sauf que j'ai découvert comment ça fonctionne au niveau de l'édition, ça ne va pas de soi. Donc, en fait, il faut attendre de voir comment la réception du roman. Et c'est fort de ce qu'on a observé, en fait, qu'on décide maintenant si on veut traduire le livre en anglais. Donc là, on est encore à l'étape chez moi de l'observation, de la réception. Si le roman est bien reçu, il y a beaucoup de gens qui l'achètent, c'est là qu'on se dit, ah, ben là, il faut étendre vraiment les horizons du roman et le traduire. Donc moi, j'ai demandé, vu que je suis traductrice agréée, je peux le traduire moi-même. J'ai demandé à traduire le roman à l'éditeur, sauf qu'on m'a répondu que les droits appartiennent à l'éditeur maintenant, Ouais, ils ne m'appartiennent plus. ouais. Donc, je ne peux pas traduire mon propre roman alors que j'aurais été capable. Pour le dire, pour répondre à Yolande, j'ai même traduit mon roman et j'ai envoyé à l'éditeur. Et l'éditeur m'a dit, malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Peut-être qu'on fera appel à toi et à la copie, à la traduction que tu as faite en temps opportun, mais on va d'abord observer sur un certain temps la réception de ton roman avant de le traduire. Donc, je me retrouve impuissante, en fait, Hmm. face à cela, même si je sais très bien que le roman aurait une plus grande portée s'il était traduit. Mais là, je me retrouve, c'est ça, je ne sais pas trop quoi faire, mais je ne peux pas lui promettre qu'il y aura une copie, il y aura des copies en anglais bientôt. C'est mon souhait, c'est vraiment mon souhait, mais l'avenir nous dira. Catherine, vous voulez peut-être mentionner où on peut acheter les livres? Je vous ai interrompu, mais c'est parce que je savais qu'il y avait des questions dans le... Non, non, aucun souci, merci Sarah. J'ai mis dans le chat juste au-dessus ici quelques endroits où vous pouvez acheter le livre. Il y a aussi une option en France pour les Français qui sont parmi nous aujourd'hui. Et je voulais juste dire une deuxième fois à quel point je recommande vivement ce livre, surtout parce que à la fin, j'étais tellement émue, c'était très joliment écrit. Et il y a deux petites surprises à la fin qui vraiment sont exceptionnelles. Et je pense que c'est un must-read, c'est incontournable. Et cela m'a fait vraiment penser et cela a changé mon perspective aussi en tant que quelqu'un qui habite ici dans la région washingtonienne parce que
on sait très bien, il y a beaucoup de niveaux d'immigration autour de nous, mais on ne sait pas à quel point ils sont différents. Et ce livre, ça touche sur tous les points, sur les classes, sur le privilège, sur le racisme, mais aussi sur l'espoir, optimisme et beaucoup de choses qu'on ne rend pas compte. Et je recommande vivement ce livre. Et je voulais juste vous remercier, Elodie, pour votre temps aujourd'hui et pour ce très beau événement. Au plaisir de partager plusieurs événements avec vous au futur. Et Merci voilà, beaucoup. n'hésitez pas à regarder dans le chat ici. Si c'est difficile à lire, vous pouvez m'envoyer un mail à couture@francedc.org Pardon. et je peux écrire un mail un petit peu plus grand parce que je comprends que c'est un peu difficile à lire dans le chat. En tout cas, Elodie, je voulais vous dire que d'écouter la conversation entre vous et Catherine, moi, ça m'a beaucoup touchée aussi parce que je me suis rendu compte en écoutant cette conversation que l'expérience de l'immigration, donc d'arriver aux États-Unis, euh, elle est très similaire, quel que soit l'immigrant. C'est-à-dire que même si c'est un Français, a priori blanc, qui arrive aux États-Unis, ou une Française, ou même allemand, enfin un Européen, disons. Et moi, en l'occurrence, dans ma paroisse, je connais beaucoup de Russes qui sont arrivés ici avec des PhD, etc., de Russie, et qui n'ont pas pu retrouver un travail aux États-Unis et qui ont fini par être pousseurs de chariots chez Giant alors que c'était des gens qui étaient docteurs en physique nucléaire, donc des grands titres dans leur pays, ou des programmateurs ordinateurs, informatiques à un top niveau, hein, pas juste, pas juste à faire des médias sociaux, et qui n'ont pas pu repasser les diplômes parce que l'obstacle de la langue était Mhm. énorme chez eux. Mhm. Hein, Mhm. déjà, ce n'est pas le même alphabet, vous imaginez. Mhm. Donc, et même pour un Européen dont c'est le même alphabet, arriver par exemple aux États-Unis, quand on est docteur en France ou avocat en France, Mhm. etc., ou en Europe, n'importe où en Europe, on n'a pas d'équivalent. Donc, on doit repartir à zéro. J'ai une amie française qui est arrivée, elle était infirmière puéricultrice. Elle est arrivée avant moi, donc il y a 32 ans. D'abord, elle a mis plusieurs années avant de pouvoir repasser ses équivalences et puis travailler aussi sur la langue, parce qu'elle, même encore maintenant, elle a du mal avec la langue. Et comme vous l'avez dit, dès qu'on a Ouais. un accent et qu'on ouvre la bouche, on le sait. Effectivement, là, c'est Et ça. donc, c'est vraiment. Et puis, ce que vous avez dit aussi, et que Catherine a posé une très très bonne question, elle a parlé des objets. Des objets. Et c'est vrai que quand je repartais au début que j'étais aux États-Unis, je repartais en France et que mes neveux et mes nièces me passaient des commandes. Et me ramène-moi le t-shirt truc-muche, Ouais. ramène-moi la voiture ceci, cela, enfin, etc. Il fallait, mon beau-frère me demande toujours de lui ramener du beurre de cacahuète, parce qu'il a 35 ans bientôt que je suis aux Ouais. États-Unis, n'est-ce pas? Donc c'était intéressant. Et puis, vous avez parlé de quelque chose d'extrêmement pointu et vraiment qui marque bien la différence entre la société américaine et le reste du monde, c'est la notion de temps, d'immédiateté. Mhm. Parce que ici, on est au pays de la satisfaction immédiate. Ouais. Il faut que ça arrive, il faudrait que ce soit arrivé hier, n'est-ce pas? Exactement, ouais. Coup de Et, baguette bien vite. voilà, alors que en Afrique, alors même en Europe, si même en Europe occidentale maintenant, on n'est pas loin de vouloir cette satisfaction immédiate, on a quand même ce système social, les vacances, en France les RTT, enfin etc. Quels que soient les pays d'Europe, y compris Et les j'en pays. parle d'ailleurs dans le roman. Il y a un personnage qui va en France et qui observe tout ce que vous êtes en train de dire, justement. Voilà, donc la Mhm. notion du temps est déjà différente, même si elle est quand même assez rapide. Ok. Et puis plus on va à l'est, plus le temps ralentit. Exactement. N'est-ce Ouais. pas? Ouais. En Russie, on prend déjà plus de temps pour voir l'avenir et n'en parlons pas en Chine, et pareillement en Afrique, qui est Ouais. presque comme en Asie. Donc on n'a pas cette dimension de l'immédiateté. Et pareil, en Amérique latine, on n'a pas non plus la dimension de l'immédiateté, de la satisfaction immédiate que l'on a ici. J'ai trouvé vraiment ça extrêmement intéressant, une conversation pas simplement littéraire, mais philosophique. Vraiment, je vous remercie à toutes les deux, à Catherine pour cette lecture extrêmement détaillée du livre qui m'a beaucoup impressionnée, et à votre livre que je vais maintenant m'empresser de lire aussi Merci, Sarah. après Catherine. Voilà, C'est moi qui vous remercie. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup. voilà. Et juste un rappel que notre séance aujourd'hui sera sur YouTube
et je vais vous envoyer plus tard un lien sur YouTube. Comme ça, vous pouvez revoir et accéder à cet événement plus tard si vous ou même partager Oh, parmi votre réseau si c'est intéressant pour vous. nice, c'est une très bonne idée. Merci beaucoup à vous. Merci Elodie. Et Avec plaisir. Avec félicitations, je plaisir. vous ai suivi de loin, mais c'était vraiment parfait. Merci beaucoup à vous tous, hein. Merci. Mhm. Mm. Merci beaucoup tout le monde. Voilà. À bientôt. À bientôt. Merci. Bye Au bye. revoir. Au Bye revoir. bye.